pourquoi, donc, en écrivant le texte, j'ai mis l'accent sur la relation, on ne dira pas amoureuse, mais la relation qui s'établit entre Angélique et l'éveillé, qui est son bourreau. C'était pour mettre en lumière un phénomène que je trouve, une question fondamentale que je trouvais intéressante dans le récit. Je cherchais un espèce de point d'appui parce qu'Angélique est beaucoup une victime, c'est-à-dire que à partir du procès, on peut comprendre qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans l'acte d'accusation et donc qu'elle était sensiblement, on pouvait déterminer qu'elle était sans doute non coupable et qu'elle avait été accusée et poussée à être exécutée en fait par d'autres intérêts qui avaient agi pendant le procès. Donc c'était une victime, ça m'intéressait mais plus ou moins, j'avais besoin d'avoir un contrepoint. Et donc je suis tombé sur cette histoire-là de l'éveillé en fait qui était, et ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que le bourreau, à l'époque dans la colonie, était un paria, un intouchable, comme ce qu'on peut retrouver en Inde aujourd'hui. Donc, c'est quelqu'un qui était payé par le roi, qui avait sa maison, qui avait une rente, mais qui était un paria de la société. On ne lui parlait pas, évidemment, il ne se mariait pas, il n'avait pas d'enfants. Et donc, c'était une vie très confortable, mais isolée. Et en lisant, j'ai découvert que le bourreau, à l'époque, celui qui a exécuté Angélique, était donc un esclave affranchi, lui-même accusé et condamné à mort en Martinique, la colonie où il était. Et des bourgeois donc, de Québec ont été le chercher en prison en Martinique et lui ont offert de devenir bourreau. Donc, il y avait le choix entre soit mourir, soit devenir bourreau à Québec et Montréal. Et donc, vivre en paria. Et je trouvais ça intéressant, en fait, que le bourreau soit noir. Et je me disais, c'est intéressant le rapport qui s'établit parce que, et en même temps, en théâtre, il faut montrer des choses. Hein. Et je trouvais ça intéressant de voir Angélique en prison, se faire donc nourrir, se faire torturer par un noir, qui est finalement le seul contact que lui a avec sa société, parce qu'Angélique est la seule personne qui lui parle. Donc, on suit le procès, mais on suit surtout les rapports la nuit qu'eux deux ont à travers les barreaux de la cellule. Et c'est pour ça que la pièce s'appelait Les Mains Noires, c'est-à-dire que lui étant complètement isolé dans sa maison affranchie, ne peut avoir de contact physique qu'avec elle à travers les barreaux. Et les deux sont parfaitement conscients que lui va devoir la tuer à la fin. Ils sont parfaitement conscients de l'issue du procès. Ils n'ont aucun doute sur ce qui est en train de se tramer parce que la société est faite comme ça. Et donc, c'est une tragédie et en même temps, c'est un point de vue intéressant sur l'affranchissement. Jusqu'où l'éveillé était capable d'aller pour vivre en affranchi. Et jusqu'où on accepte cette condition-là. Et je trouvais que de cette façon-là, la question qui sont... C'est-à-dire qu'on sortait du manichéen, les blancs méchants, les noirs victimes. Tout d'un coup, je ramenais un noir, non pas au niveau des blancs, mais au niveau d'une prise de décision que lui devait faire, tu vois, sur sa propre existence. Qu'est-ce que la liberté si c'est pour tuer d'autres noirs? Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je trouvais que tout d'un coup, les enjeux étaient plus intéressants. Et ça me tentait aussi de faire une pièce avec deux personnages noirs. Pourquoi? Parce que c'est à eux que j'avais envie de donner la parole, tout simplement. Je savais que si je restais uniquement avec des personnages blancs et Angélique, je me retrouvais avec... comment dire? C'est comme si la pièce était écrite d'avance à ce moment-là. C'est comme si tout d'un coup, la morale était déjà établie. C'est-à-dire qu'Angélique victime, les blancs méchants, on la connaît, cette histoire-là. Et ça me tentait d'avoir un autre point de vue, tout simplement.